Aujourd'hui, à Riposte, qu'il soit résolu que les individus souhaitant être employés dans les compagnies virtuelles soient considérés comme des employés. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Riposte. Je suis Simon-Nicolas Grandmaître et j'ai le plaisir d'être votre animateur. Bienvenue à notre premier débat compétitif de la saison. Nous avons déjà eu un premier débat au préalable, notre débat de démonstration, et maintenant c'est au tour des étudiants de l'Université d'Ottawa de débattre. Pour ce premier débat compétitif de la saison 2017-2018, nous allons avoir un débat d'actualité, un débat qui touche le monde virtuel. Alors, sans plus tarder, la motion en long, qu'il soit résolu que les individus souhaitant être employés, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans des compagnies virtuelles avec un modèle d'affaires tel Uber ou Airbnb, soient considérés comme des employés comme les autres travailleurs de leur profession respective. Donc, qu'est-ce que ça signifie comme motion en bref? D'abord, on pourrait dire Uber. Uber considère ses chauffeurs comme des sous-traitants indépendants et non comme des employés. Tel est le cœur de la motion. Est-ce que les gens travaillant pour Airbnb ou Uber seraient des travailleurs indépendants, des travailleurs, des employés ou des sous-traitants? De plus, cela signifie notamment que les compagnies ne payent pas des contributions financières pour la santé et la sécurité au travail. Si, par exemple, si un chauffeur de Uber a un accident de travail, ceci ne serait pas nécessairement considéré comme un accident de travail. On pourrait aussi penser aux propriétaires des Airbnb qui s'inventent propriétaires d'hôtels sans avoir besoin de gérer le personnel hôtelier. Pourtant, plusieurs d'entre eux vont utiliser des services de préposés à l'entretien ménager qui peuvent facilement, en certains cas, être payés au noir. Donc ici, ça nous amène à plusieurs, en fond, les pratiques de ces compagnies-là. Les pratiques des compagnies virtuelles permettent une plus grande compétitivité de leur part. Le marché traditionnel dit que c'est une compétition déloyale. Maintenant, nous posons la question, est-ce que ces employés-là devraient être considérés comme des employés à temps plein ou non? Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les débatteurs qui auront la tâche de cette première motion compétitive. Donc, au gouvernement, nous avons M. Sébastien Dupuis. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Sébastien Dupuis est étudiant en droit civil ici à l'Université d'Ottawa. Et il nous dit qu'il n'aime pas s'habiller en complet. Assez ironique pour quelqu'un qui veut devenir avocat et qui est en ce moment habillé en complet. Pour l'appuyer, aux membres du gouvernement, nous avons Chantal Bellavance. Bonjour Chantal. Elle est aussi étudiée en droit civil. Et elle me dit de vous dire, pardonnez son ton acide, elle n'est pas méchante en temps normal, c'est juste pour le débat. Maintenant, pour appuyer la chef de l'opposition, nous allons voir Molly de Barros. Bonjour Molly. Molly, elle, étudie en sciences biomédicales ici à l'Université d'Ottawa et elle me dit qu'elle aime grimper les arbres devant le pavillon Tabaret. Ensuite, comme membre de l'opposition pour appuyer sa chef, nous avons Gabrielle Lemire. Bonjour Gabrielle. Gabrielle étudie en relations publiques et communication ici à l'Université d'Ottawa et elle m'a dit qu'elle a déjà eu 3 grenouilles comme animal domestique et qu'elles ont fini séchées. Donc faites attention à vous. Ensuite, pour nous épauler et pour nous guider tout au long du débat, nous avons la chance d'avoir avec nous 2 juges. D'abord, notre juge en chef ici à Riposte, Mme Kadi Konaté. Bonjour Kadi. Bonjour Simon-Nicolas. Et pour appuyer Kadi, dans un deuxième temps, nous avons un juge expert qui nous aide à naviguer à travers l'argumentaire, qui va nous aider à décortiquer ce que nos chers débatteurs vont nous amener. Nous avons la chance d'avoir M. Maxime Brunet. Bonjour. Bonjour. Il est spécialiste du monde du tourisme et aussi enseignant à la Cité collégiale. Donc, avant d'entreprendre le débat, je tiens à rappeler que les positions des débatteurs ici présents ne sont pas nécessairement la leur, que la motion leur est imposée et que les arguments évoqués ici ont pour but d'amener le débat. Donc, on ne peut pas leur en tenir rigueur après le débat. Alors, sans plus tarder, j'invite M. le Premier ministre pour son discours d'introduction d'une durée de 6 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prêt. Excellent. Bonjour, honorables membres du jury, chers membres du public et membres de l'opposition. Qu'il soit résolu que les individus souhaitant être employés à temps plein ou à temps partiel dans des compagnies virtuelles avec un modèle d'affaires tel que Uber ou Airbnb
soient considérés comme des employés comme les travailleurs de leur profession respective. On entend vous démontrer que cette motion est bénéfique pour les compagnies, pour les travailleurs, pour les clients et pour la société. La plupart des compagnies virtuelles présentement classifient leurs travailleurs atypiques de travailleurs autonomes et non d'employés. Laissez-moi faire la distinction pour vous afin que ça soit clair. Les employés, c'est quelqu'un qui va nécessairement avoir un lien de subordination, c'est-à-dire que quelqu'un au-dessus de lui va exercer un certain pouvoir de contrôle, direction et surveillance. Ils vont être soumis à la loi sur les normes du travail, avoir un horaire prédéterminé et possiblement qu'ils vont avoir un seul employeur, une seule source de revenus. À titre d'exemple, un serveur dans un restaurant ou quelqu'un qui travaille au gouvernement, par exemple. Un travailleur autonome, c'est complètement l'inverse. On n'a pas de personne au-dessus d'eux, ils sont carrément à leur propre compte, ils gèrent leur propre horaire, ils vont avoir leurs propres outils pour effectuer leur travail et techniquement, ils vont aller chercher leur propre clientèle ou avoir leurs propres clients. Comme exemple, un acteur ou un traducteur à contrat. Les travailleurs atypiques, c'est vraiment le cœur, c'est au cœur du débat aujourd'hui. Parce qu'on ne peut les classer soit dans les salariés ou dans les travailleurs autonomes. Ils ont des caractéristiques un peu des deux, on a de la misère à les positionner. Au 20e siècle, nous avons pu voir dans l'histoire du droit du travail un mouvement grandissant en ce qui concerne le droit des employés par l'entremise de plusieurs textes législatifs. D'où vient l'origine de ces textes législatifs? La réponse est simple. À cette époque, nous faisions face à un champ de travail non réglementé, ce qui ouvrait la porte à beaucoup d'abus de la part des employeurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec le problème qui se présente devant nous. Il y a présentement un vide juridique quant aux travailleurs atypiques, et la plupart de ces lois ont été créées avant même que l'Internet existe. Plusieurs des entreprises agissent de la sorte pour échapper à leurs obligations conférées par les lois du travail, et ça cause beaucoup de problèmes, notamment parce que les employés ne sont pas protégés par ces lois-là. En ce moment, au Québec, 13 000 Québécois travaillent pour Uber et Airbnb, et ça cause beaucoup d'incertitudes puisque, comme nous avons pu voir il y a quelques mois, Uber annonçait son retrait de la province du Québec. C'était donc une mise à pied pour plusieurs employés. Mon premier argument est le fait, excusez-moi, je vais passer à la balise. Pour situer le cadre de cette motion, nous sommes exclusivement au Québec. Et de plus, si la personne, à l'expiration de la durée de son contrat de travail, désire retourner comme travailleur autonome, ceci sera totalement possible. Notre premier argument, c'est que ça permet une plus grande accessibilité aux lois du travail, ainsi que les garanties additionnelles conférées par celles-ci. En étant salarié à temps plein ou à temps partiel pour des compagnies virtuelles, ceci va leur permettre d'être protégés par des protections minimales en vertu de la loi sur les normes du travail. Cette loi-là va conférer des barèmes quant au salaire minimum et sur la modalité de paiement du salaire. Également sur l'égalité des traitements, sur l'indemnité minimale de présence au travail et les congés annuels payés. On va se le dire, tout le monde aime les congés annuels payés. Une personne recherchant la stabilité financière, les avantages sociaux ainsi que les normes minimales en matière du travail au Québec va vouloir opter pour le choix d'être salarié. Elle va vouloir cette certaine protection et c'est notamment en étant salarié qu'on peut l'avoir. À titre d'exemple, je pense à la malheureuse femme qui va, par exemple, être en difficulté financière et qui va tomber enceinte. Elle va vouloir certainement avoir une forme de stabilité, ainsi que des congés de maternité qui vont être possiblement payés, ce que la loi ne confère pas présentement puisqu'ils sont considérés comme des travailleurs autonomes. Il y a également la loi sur l'équité salariale. Ce régime permet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine ou masculine. Cette loi-là est vraiment importante au Québec puisque nous voulons fondamentalement que les personnes ayant un travail soient payées de la même façon qu'une autre personne qui a le même travail, qui effectue les mêmes fonctions. Également, les compagnies virtuelles comme Uber et Airbnb veulent délibérément choisir leur méthode de fonctionnement en créant leur propre plateforme. Mais il semble oublier que c'est des lois d'ordre public, donc ça doit s'appliquer à tout le monde. Et c'est pas en disant que c'est des travailleurs autonomes que ces lois-là ne devraient pas s'appliquer. Au contraire, ils devraient pouvoir choisir s'ils aimeraient être assujettis à ces normes minimales. Mon deuxième argument, le travail atypique compromet l'exercice effectif du droit d'association et de négociation collective pour les salariés. Ce droit-là est un droit fondamental pour les Québécois. Il est également protégé par notre Constitution. Et un syndicat est un processus démocratique qui reflète la valeur des Québécois et Québécoises. Lorsque les relations de travail ne sont pas protégées, ceci ouvre la porte à de l'abus. Se syndiquer, c'est briser l'isolement pour faire respecter les droits et régler le problème relié au travail.
Pour terminer, j'aimerais ça finir avec une simple petite conclusion et réaffirmer notre position. Nous voulons justement que les personnes aient le choix discrétionnaire de pouvoir adhérer à titre d'employé à une compagnie virtuelle. Et comme je l'ai mentionné, plusieurs garanties minimales vont s'appliquer à ces employés s'ils décident ainsi que du fait qu'ils vont pouvoir s'associer et se syndiquer, leur conférant ainsi une très grande protection. C'est justement le but du gouvernement d'assurer la protection des employés dans des rapports inégaux de force. Et c'est pourquoi que, justement, dans le passé, nous avons introduit plusieurs lois pour ramener les employés sur le même pied d'égalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour votre discours d'introduction. Donc, on peut déjà voir que Monsieur le Premier ministre a bien balisé la motion et que c'était un discours avec des fondements assez juridiques. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la membre de l'opposition pour un discours de 6 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Vous avez beaucoup parlé de mesures juridiques. Nous allons parler plus de mesures morales et puis sociales. Donc, pour le premier argument, nous proposons de penser au fleurissement de l'économie du partage. Pour vous mettre un peu en contexte, nous considérons que la motion proposée mettrait un frein un peu au fleurissement de cette révolution économique qu'apportent les entreprises telles que Uber ou Airbnb. L'économie du partage, en gros, ça peut se définir comme une activité qui est facilitée par les plateformes économiques et numériques dans laquelle les gens louent leurs compétences. Donc, par exemple, il y aurait la conduite automobile avec Uber, puis des compétences informatiques ou des compétences comme louer sa maison, puis qui offrent leurs ressources. Donc, encore là, la voiture, la maison, en tant qu'échange. Donc, pour réguler les services qui sont proposés sur ces plateformes numériques-là, ça ferait qu'il y aurait une hausse du coût de ces services-là. Donc ça mettrait une barrière à l'épanouissement de cette économie-là, puisque justement, les deux attraits de cette économie-là, en tant que tel, c'est le coût réduit du service et l'accessibilité à ce service-là. Avec cette motion, on entrave complètement ces deux attraits-là, qui sont les principaux attraits de cette économie-là. En retirant ces deux critères fondamentaux de l'économie du partage, ça fait que ça va faire que la structure va s'écrouler. La structure économique de cette économie-là s'écroule. Puis, cette structure-là est fondée sur le partage, puis elle s'est érigée suite à un besoin qui était déjà là, de services qui sont non régularisés et qui fonctionnent. Donc, les utilisateurs ainsi que les gens qui proposent leurs services sont tous consentants par rapport aux critères qui sont proposés par l'économie du partage. Par exemple, si moi j'ai des problèmes avec la plomberie chez moi, je peux appeler une compagnie de plombiers, puis leur demander c'est quoi vos tarifs de l'heure, tout ça. Puis ils vont me dire, OK, c'est 85 $ de l'heure, voilà les taxes, tout ça, puis on va vous envoyer quelqu'un prendre rendez-vous. Ou bien, je pourrais demander à Ask for Task, qui est une application mobile au Québec. Puis là, on me connecte un peu avec quelqu'un, on me donne ses disponibilités ainsi qu'un peu son niveau de capacité. Puis, c'est sûr qu'il n'y a aucune garantie, mais moi, je consens complètement à ça. Puis, la personne qui offre ses services aussi consent complètement. Donc, cette économie du partage-là, il y aurait une régularisation du tout, puis ça enlèverait l'essence de ce partage-là, puis cette connexion-là qui se fait entre les gens donnant-donnant. La question, ce serait, comment est-ce qu'on veut encourager ces nouvelles initiatives-là si on reste avec nos idées préconçues puis avec l'économie qu'on a maintenant, au lieu d'investir ou d'encourager comme telle une nouvelle économie qui est florissante, qui est basée sur les nouvelles technologies? Donc, ce serait un peu comme mettre une barrière à l'innovation. Nous avançons que faire passer cette motion nous obligerait donc à régresser un peu dans le développement économique. Donc, pensons à ce qui se profile à l'horizon. Dans l'optique du fleurissement de cette économie du partage-là, nous défendons le statu quo, en fait. Ce qui fonctionne en ce moment, évidemment, ça fonctionne parce que, justement, de novembre 2005 à octobre 2016, il y a eu 3 millions de personnes âgées de 18 ans et plus qui ont utilisé des services de partage, de transport Uber, entre des particuliers et des services de location. Donc, dans l'ensemble, tout ça, ça a généré 1,31 milliard de dollars pour l'économie canadienne. Peut-être qu'il faudrait ouvrir les yeux sur ce renouveau économique-là, puisque ça pourrait être vraiment bénéfique pour l'économie canadienne. Évidemment, comme je disais, évalué à plus d'1 milliard de dollars, l'économie du partage constitue maintenant un moteur de l'économie canadienne qu'il ne faut pas renier.
Pour notre second argument, on voulait parler du maintien d'une constance professionnelle. En fait, qualité et de qualification des distributeurs des services, votre motion ferait en sorte qu'on maintiendrait une constance professionnelle. Ce qui se passerait, c'est que ça viendrait restreindre ceux et celles qui peuvent appliquer au service, en fait consommateurs et en fait distributeurs. Pourquoi? Parce qu'on voudrait qu'ils respectent les mêmes normes que les employés professionnels ou traditionnels, si on veut. Ça ferait en sorte qu'il y aurait de plus hautes exigences, une plus grande qualité, certes, sauf que cette qualité-là, ce n'est pas un des enjeux en ce moment, puisque les gens continuent d'utiliser ces services-là. Donc, c'est impossible de calquer le modèle économique existant, traditionnel, sur la nouvelle économie. Donc, ça viendrait contrecarrer le principe même de l'économie de partage. Nous trouvons aussi que ce serait un peu élitiste de la part du gouvernement, puisque se soumettre à des barèmes de constance, ça serait comme rayer complètement une démographie complète du service, que ce soit les distributeurs ou les consommateurs encore là. Donc, on dit que ça s'apparente à l'élitisme. Donc, le secteur économique du partage, ça serait touché par ça, puisque c'est les gens de tous les jours qui l'utilisent. Ce serait aussi une genre de discrimination qui, en 2017, ne serait pas possible au Canada. Justement, comme on disait, nous avons parlé du florissement de cette nouvelle économie-là, la nouvelle motion ferait un frein à ce florissement-là. Puis nous avons parlé aussi de la conscience professionnelle qui ferait une genre de discrimination qui favoriserait l'élitisme dans ces services-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la membre de l'opposition, pour ce discours passionné. Donc, on a vraiment vu du côté de l'opposition, on se situe dans les aspects économiques, on parlait même de l'essence de l'économie du partage et on a accusé un peu le gouvernement d'être élitiste. Donc, nous allons prendre une courte pause et au retour de la pause, la première analyse de notre juge en chef. Nous sommes de retour à Riposte. Aujourd'hui, avec la motion suivante, qu'il soit résolu que les individus souhaitant être employés dans les compagnies avec un modèle virtuel soient considérés comme des employés. Donc, nous avons eu les premiers deux échanges oratoires de cette joute. Maintenant, nous allons passer avec notre juge pour la première analyse du discours. Alors, Kadi, qu'avez-vous pensé de nos deux premiers discours? D'abord, j'aimerais féliciter les deux oratrices qui ont pris la parole. Je pense qu'elles, plutôt les deux orateurs, pardon, je parlais à monsieur. Donc oui, je vais d'abord commencer par l'intervention du premier ministre. On a bien défini les balises qui encadraient ce débat-là. C'est vrai que c'est un débat très technique. Par contre, on aurait peut-être aimé passer moins de temps sur les balises, etc., et embarquer plutôt dans l'argumentation, question de ne pas se perdre dans des technicalités qui parfois peuvent échapper à un plus grand public. On a avancé un premier argument qui était très fort, je le crois, notamment par rapport à l'accessibilité. Je pense que c'est le cœur de l'enjeu, autant pour les employés, ceux qui aimeraient participer à cette économie du partage dont on a parlé de l'autre côté. On a passé un petit peu moins de temps sur le deuxième argument, qui était quand même solide, soit le droit à l'association. Alors, j'ai hâte d'entendre la deuxième membre du gouvernement pour renchérir là-dessus. Sinon, bon discours de l'autre côté, du côté de l'opposition. C'est vrai qu'on parle de fleurissement économique. Vous avez plus tiré la couverte du côté, si on veut, de la nouveauté. Vous avez accusé le gouvernement, pointé du doigt cette espèce de régression, si on veut. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire une réfutation des arguments avancés par l'autre partie. Donc, peut-être il y aura lieu pour la deuxième intervention de mitiger les arguments avancés de l'autre partie, étant donné qu'ils étaient plutôt forts. Bien, merci beaucoup pour votre première analyse très pertinente. Donc, maintenant, nous allons passer à la membre du gouvernement pour un discours de 6 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête pour 6 minutes. Membres du jury, membres de l'opposition et chers membres du public. Donc, pour recentrer le débat, là, on a parlé beaucoup de ce que c'était qu'un employé, un travailleur autonome et de ce que c'était que l'économie du partage. Donc, il faut se rappeler que là, on parle de l'intérêt des travailleurs de ces compagnies-là et de ce qu'ils souhaitent ou de ce qu'ils ne souhaitent pas.
Donc, j'ai deux nouveaux arguments. Tout d'abord, que c'est dans le meilleur intérêt des compagnies également de se soucier du bien-être de leurs travailleurs. Donc, d'après de multiples recherches et selon la toute simple évidence, là, les salariés sont beaucoup plus motivés lorsqu'ils se sentent écoutés, compris par leur patron. Ils sont 2 fois moins malades, 6 fois moins absents, plus loyaux, plus créatifs. C'est directement lié à l'image de la compagnie. Plus la qualité de travail est bonne aussi, plus il y a de la stabilité, plus les salariés sont heureux. Puis, de ce fait, il y a moins de controverses, puis il y aurait peut-être moins d'acharnement médiatique autour de ces compagnies-là. Ensuite, pour ce qui est des conditions actuelles, en fait, nous, on dit que si cette motion-là, elle est importante, c'est parce que les travailleurs sont insatisfaits et que c'est ce qu'ils veulent. Donc, on n'est pas en train de décider à leur place de ce qui est important. D'ailleurs, on rappellera que c'est un choix discrétionnaire. Donc, les conditions de travail en ce moment pour la compagnie Uber sont assez terribles parce qu'après avoir déboursé pour l'essence, pour les frais de vérification d'entretien de leur véhicule, leur salaire est en deçà du salaire minimum, ce qui est complètement inacceptable dans la société actuellement. Ensuite, donc, le marketing d'une compagnie, bien, ça se passe aussi par le bouche à oreille, il ne faut pas l'oublier, et par l'opinion qu'en ont ces travailleurs. Ensuite, petite anecdote, le PDG de Uber a affirmé en 2014 la chose suivante, que dans un futur plus ou moins rapproché, l'ambition de la compagnie est d'offrir le transport dans des véhicules 100% automatisés. Donc, nous, on croit qu'ils se foutent vraiment de leurs travailleurs au final. Ensuite, le deuxième argument, c'est que de ne pas avoir de lien de subordination entre l'employeur et l'employé. Vous avez une question? J'ai une question par rapport aux propos du PDG. Comment est-ce que les véhicules automatisés, est-ce que ça a un rapport dans le débat par rapport aux travailleurs et à leurs droits? Bien, il n'y aurait plus de travailleurs, en fait. Donc, nous, on croit que ce n'est vraiment pas une priorité pour eux, leurs travailleurs. Merci. Donc, mon deuxième argument, c'est que l'absence de lien de subordination entre un employeur et un employé, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de responsabilité du commettant pour le préposé. Donc, je vais vous expliquer cette notion technique juridique. C'est que, par exemple, là, en Inde, il y a eu beaucoup, malheureusement, de cas de viol perpétrés par des chauffeurs Uber sur des clientes. Et parce que ce sont des travailleurs autonomes, ce n'est pas possible de poursuivre la compagnie pour les travailleurs. Il faut poursuivre directement le travailleur. Ce travailleur-là pourrait être insolvable, il pourrait être introuvable. Et on sait que donc Uber aurait beaucoup plus les moyens de payer. D'ailleurs, c'est pour une de ces raisons, bien, c'est une des raisons pour lesquelles le service a été jugé illégal par le ministère des Transports du Québec. Uber n'a aucun bureau connu au Canada, n'est pas inscrite au Registre canadien et québécois des entreprises, donc c'est vraiment très difficile de trouver les patrons de la compagnie. En fait, elle possède une structure incorporée au Canada, je me corrige, mais ça s'appelle Uber Canada Inc. Et c'est une entreprise qui fait du marketing et de la publicité pour Uber. Donc, ça ne sert à rien dans le cas qui nous intéresse. En plus, dans le cadre de nos recherches pour le débat, M. Dupuis et moi-même, en fait, on a décidé de téléphoner à Uber pour leur poser des questions. Ils n'ont pas de numéro de téléphone, donc ils sont complètement injoignables. C'est impossible de les poursuivre si un chauffeur fait quelque chose d'inacceptable. D'ailleurs, ça leur permet, tout ça, là, de faire des clauses dans leur contrat d'exonération de responsabilité qui sont assez immorales, merci. Donc, pour Airbnb, je cite, « N'exerce aucun contrôle concernant le comportement des hôtes, des voyageurs et autres utilisateurs du site, de l'application des services ou concernant les hébergements. » Dans le cas de Uber, c'est bien pire. Uber ne garantit pas la qualité, le caractère adéquat, la sécurité ou la capacité des prestataires tiers. Vous acceptez que les risques découlant de l'utilisation que vous faites des services, de tout bien ou services sollicités en lien avec ces derniers vous appartiennent intégralement et n'appartiennent qu'à vous seul, dans la mesure la plus large consentie par la loi applicable. Mais c'est justement ça le problème, c'est que la loi applicable, en fait, la mesure, elle est assez large parce qu'il s'agit de travailleurs autonomes. Les arguments qui ont été dits par l'opposition, donc on a parlé du florissement de l'économie de partage. Et on a dit, donc, qu'il ne fallait pas freiner le progrès. Nous, ce qu'on croit, c'est que l'avancement n'est pas nécessairement synonyme de progrès. Et on a parlé de 1,31 milliard pour l'économie canadienne. Or, on sait que Airbnb ne paye pas de taxes de vente. Donc, ce n'est pas si bon que ça pour notre économie. Et les deux compagnies dont on parle, il y en a plusieurs autres, ne sont pas des compagnies canadiennes. Donc, ce n'est pas de l'argent qui nous revient au final. Ensuite, on a parlé de plus d'exigences pour les employés en disant que ce serait mauvais. Je suis désolée, mais je trouve cet argument très absurde, en fait, parce qu'on veut un meilleur service. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas un meilleur service et des employés qui sont bons? Puis on a parlé que ce serait élitiste, mais en fait, nous, on veut des droits pour les travailleurs. Donc, c'est le contraire. Là, on s'occupe de monsieur, madame, tout le monde. On veut que ces gens-là aient des droits de base. Donc, c'est le contraire d'élitiste.
Ce que mon collègue a dit au départ, on a parlé que les travailleurs aient accès aux normes du travail qui sont de base, et en plus, s'ils peuvent se syndiquer, qu'ils aient accès encore à mieux, parce que si un employé est mis à pied comme ça, il va pouvoir contester la décision dans le cadre d'un recours de grief qui pourrait être organisé par le biais de son syndicat. Donc, pour toutes ces raisons, et parce que au UK, aujourd'hui, en cours d'appel, Uber a perdu et ça a été décidé que les travailleurs étaient obligatoirement des employés. Donc, nous, on croit que vraiment notre position, c'est la bonne et que c'est la seule position moralement acceptable dans le débat. Merci beaucoup, Madame la membre du gouvernement, pour ce passionné discours à la défense des travailleurs. Alors, on a vu beaucoup de notions juridiques qui ont été amenées pour étayer le cas du gouvernement. Nous allons maintenant passer la parole à Madame la chef de l'opposition pour un discours de 9 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Vous avez pu entendre les tentatives d'argumentation du gouvernement pour appuyer leur motion et je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'ils ont dévié du sujet de leur propre motion. Je vais maintenant insister sur les raisons pour lesquelles cette motion n'est pas inscrite dans la réalité d'aujourd'hui. Premièrement, le passage de cette motion entraînerait une perte d'effectifs des individus qui offrent les services en question. De plus, un des avantages de cette économie de partage est le fait que cet emploi soit flexible et sur mesure pour chacun et chacune, et cette motion éliminerait cet avantage. Enfin, cette motion violerait l'équité entre travailleurs et salariés indépendants. Notre premier argument est donc la perte d'effectifs, puisque cette motion entraînerait la perte des distributeurs de services d'économie de partage, c'est-à-dire que ceux qui offrent leurs services avec des employés salariés risquent de se désister en raison de la différence de prix, etc. Les conditions de travail sont présentément beaucoup moins régulées et c'est ce qui caractérise l'attrait pour le partage des services. L'autonomie et la simplicité invitent les distributeurs et les consommateurs à prendre part à cette économie. Beaucoup d'étudiants, par exemple, vont utiliser Uber parce que c'est moins cher, plus flexible que de contacter un taxi. Si l'attrait principal de ces services est enlevé par les motions proposées, les effectifs et donc les ressources humaines seront indéniablement réduits. La demande restera la même et du coup, on peut voir que le statu quo est plus profitable puisqu'un certain équilibre du marché existe actuellement au niveau de l'offre et de la demande et que cette motion déséquilibrerait ce statu quo. Uber n'est pas censé être un emploi à plein temps. C'est un système de covoiturage rémunéré qui n'est presque pas régulé. Si des chauffeurs Uber veulent être considérés comme salariés et donc profiter des avantages reliés à ce statut, ils n'ont qu'à obtenir leur permis de chauffeur de taxi et passer un processus de recrutement formel afin d'obtenir un emploi. Cela s'attend bien évidemment aux individus travaillant comme travailleurs indépendants dans des compagnies similaires de livraison de nourriture, d'hôtellerie, etc. Si la motion passe, il y a 2 scénarios qui seraient possibles. Le premier, c'est que la demande resterait élevée, ce qui débalancerait complètement le marché. Et la deuxième, c'est que la demande pourrait chuter considérablement puisque la motion poserait des contraintes dans ce marché. Et ainsi, si l'offre et la demande chutent, le marché continuera de rapetisser et perdra son intérêt. En quoi le fait que les salariés ou les travailleurs autonomes vont avoir la discrétion de choisir un des deux va affecter le marché? C'est simple. Déjà, on sait bien, si on prend l'exemple de Uber, donc de transport, un taxi est beaucoup plus cher qu'un Uber. On est d'accord? Et les chauffeurs de taxi doivent passer une licence, passer un permis, et ça leur coûte énormément d'argent. Et s'ils décident de payer leur propre plaque, ça leur coûte environ 140 000 $. Comparé à un chauffeur de Uber qui, lui, n'a pas vraiment quoi que ce soit à payer, il a juste à s'inscrire sur le site et puis c'est tout. Si jamais les employés Uber sont considérés comme des chauffeurs de taxi, ça servirait à quoi de devenir un taxi? Il y avait juste à devenir un Uber, il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent. Et c'est pour ça, justement, c'est de la concurrence déloyale puisque les taxis n'auraient plus aucun intérêt, en fait. Donc ce que le gouvernement propose, c'est de mettre en place des règles qui s'appliquent au modèle de travail classique. Mais les temps ont changé. La société est tournée vers l'économie du partage et ce que le gouvernement propose est une régression claire et nette des lois du travail liées aux entreprises nageant dans ce modèle économique qui n'est pas, vous l'avez compris, le modèle économique classique, c'est le modèle du partage. Notre second argument est le fait que cet emploi soit fait sur mesure pour chacun et chacune. Une question qui a été soulevée par beaucoup de personnes supportant cette motion est le fait qu'il n'y a pas de sécurité d'emploi. Les distributeurs, donc les chauffeurs de Uber par exemple,
s'inscrivent justement pour bénéficier de cette liberté, sinon ils occuperaient un poste dans une entreprise traditionnelle. Vous avez aussi soulevé tout à l'heure le fait qu'il n'y avait pas de sécurité pour les personnes, c'est-à-dire pas d'assurance. Airbnb couvre la propriété des autres jusqu'à 1 million de dollars, ce qui est, moi, je pense que ça, c'est une assurance. Ensuite, les travailleurs de ces services-là sont indépendants et pas salariés. La définition large du salarié, c'est une personne au service d'un employeur, mais l'employeur doit décider où et quand le travail sera accompli. Il n'y a pas de contrat de service fixe entre Uber et, parce que là on prend l'exemple de Uber et les salariés. Les salariés, donc ces travailleurs indépendants, décident de quand est-ce qu'ils veulent travailler, combien de temps, à quel moment. Ils n'ont pas de restrictions fixées par Uber. Ils ont une limite de 180 jours d'activité et vous êtes d'accord avec moi, vous ne pouvez pas juste décider du jour au lendemain d'aller à votre travail régulier pour 180 jours sans préavis ou explication. Donc les individus travaillant dans des compagnies virtuelles ne respectent pas ces critères de relation employé-employeur. Par contre, ils suivent plus la définition du travailleur autonome puisqu'ils déterminent leurs heures de travail et ils agissent de leur propre chef. Parfois, vous pouvez aussi dire qu'il n'y a pas de régulation, mais la régulation, elle existe déjà. Par exemple, un individu ne peut pas devenir un chauffeur Uber s'il a s'il a un casier judiciaire déjà. Ils doivent maintenir une note minimale de 4,5 sur 5 pour bénéficier du salaire minimum et ne pas être bannis. Si la note est inférieure à 4,5, ils peuvent soit avoir une réduction dans leurs revenus ou juste être bannis et ne plus pouvoir être chauffeur. Airbnb a également une section règles sur leur site web. Troisième argument, c'est d'assurer l'équité entre les travailleurs. Vous insistez sur l'aspect légal, mais vous ne parlez pas de l'aspect moral. Pourquoi est-ce que des organisations d'économie de partage auraient les mêmes droits sociaux que des organisations syndiquées? C'est un manque d'équité. Si ces individus avaient les mêmes droits que des employés, ce serait une injustice. Ils ne sont pas obligés d'aller travailler de manière régulière. Ils n'ont pas à payer de cotisations salariales. Ils ne font pas partie de syndicats. Ça voudrait dire qu'ils ont les mêmes droits que des individus qui travaillent plus d'heures de manière moins flexible. Ils auraient aussi différentes obligations fiscales et leur nombre d'heures ne serait pas suffisant pour avoir des assurances ou pour recevoir des indemnités de départ. Cette décision, donc, c'est un nouveau revers pour ces compagnies qui arguent que ces individus sont des sous-traitants indépendants et c'est juste une entreprise de mise en relation avec une plateforme technologique à des clients. Donc, si on prend ça sous votre définition, les personnes qui embaucheraient ces services seraient les clients et pas la compagnie. Il y a une grande... Oui. Qu'est-ce que vous auriez à répondre au fait que c'est la plateforme en fait qui paye les travailleurs et que c'est pas les clients d'où l'argent transige par la plateforme, alors que normalement un travailleur autonome, mettons un acteur, il y a un agent, mais c'est pas son agent qui le paye, c'est Radio-Canada, là. Vous comprenez? Mais oui, mais c'est l'entreprise est l'intermédiaire entre la personne et la personne qui offre ses services et le client, et c'est pas la compagnie est juste l'intermédiaire. Donc oui, ils prennent une partie de l'argent payé par le client, mais le prix payé par le client va entièrement à l'individu fournissant les services, et il y a juste une majoration pour le client pour recevoir ses services de manière plus indépendante et plus facile. Donc, ouais, le problème est que les taxis ont beaucoup plus d'efforts à faire par rapport au Uber. Le prix est plus compétitif et le Uber, c'est la version low cost d'un taxi. Donc, si Uber deviennent des salariés et qu'ils sont soumis au salaire minimum, les prix augmenteraient. Uber n'aurait plus aucun intérêt et les Uber ont les mêmes avantages que les taxis, mais sans avoir à payer de frais supplémentaires. Comme ma collègue l'a précédemment expliqué, l'économie de partage est une révolution économique et son développement ne doit pas être limité par la mise en œuvre de cette motion. Elle a également rappelé que l'intérêt de cette motion, de ce système de distribution, est la facilité avec laquelle les services peuvent être échangés. Cette motion limiterait encore une fois les avantages de ce système et par extension le développement de l'économie de partage. Elle marquerait un pas en arrière dans le développement économique. Vous l'aurez compris, cette motion n'est pas avantageuse dans la société d'aujourd'hui et c'est pourquoi nous pensons que cette motion devrait être refusée. Je vous remercie beaucoup, Madame la chef de l'opposition, pour ce discours. Donc, on a vraiment pu voir du côté de l'opposition la ligne directrice sur cette motion est un frein à l'économie de partage et aux innovations.
Donc maintenant, nous allons aller du côté du gouvernement pour un discours de 3 minutes qui est entièrement protégé. La parole est à vous lorsque vous êtes prêts. Honorables membres du jury, chers membres du public et membres de l'opposition, merci beaucoup pour ces arguments. Je vais procéder à la cristallisation du débat devant vous aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs arguments qui ont été soulevés de la partie adverse, notamment le fleurissement de l'économie. Je pense que mes collègues semblent se méprendre sur l'étendue de la motion. Donc, on ne parlait pas, de dire qu'on devait retirer des marchés les compagnies virtuelles. Au contraire, nous pensons que c'est bon pour l'économie. Seulement, nous pensons qu'il doit y avoir certaines balises et encadrer ces compagnies virtuelles, justement pour ne pas ouvrir la porte à de l'abus des employés, comme on a pu voir dans les années au 20e siècle. On a également parlé de la perte d'effectifs des individus, mais au contraire, c'est parce que le choix est discrétionnaire, donc on ne perd aucun individu dans ce choix-là. Justement, on laisse plus de liberté aux personnes qui aimeraient travailler pour des compagnies virtuelles à décider s'ils aimeraient être protégés par certaines lois ou travailler à leur propre compte, c'est-à-dire de pouvoir décider de leurs heures de travail, ainsi que de travailler avec la voiture de leur choix ou quoi que ce soit. On permet une plus grande discrétion et on permet, dans le fond, que les personnes soient plus heureuses de travailler pour des compagnies virtuelles. On a également parlé de l'autonomie et la simplicité que le monde aime. Est-ce que ce n'est pas un argument en notre faveur, ça? Parce que, justement, on parle de l'autonomie, de pouvoir choisir s'il veut être des salariés ou des travailleurs autonomes. Je vais revenir beaucoup là-dessus lors de ma cristallisation. C'est vraiment les deux mots importants dans la motion, c'est que c'est discrétionnaire, c'est si les personnes souhaitent l'être, et également le fait que c'est temps plein ou temps partiel. Le monde a le choix de décider qu'est-ce qu'ils veulent être. Donc, on a parlé qu'on imposait certaines horaires de travail, mais en même temps, la personne peut décider, OK, moi, j'aimerais être salarié à temps partiel pour Uber, par exemple, ou à temps plein. Donc, on décide un peu de combien d'heures par semaine on aimerait faire. On parle également aussi, on a mentionné que, justement, il n'y a pas de subordination juridique. Puis oui, ça ne remplit pas tous les critères, mais comme on a dit, justement, la personne, c'est un travailleur atypique. Ça se positionne entre les travailleurs autonomes et les salariés. Et au contraire, nous pensons fondamentalement qu'il y a une subordination économique. Les personnes dépendent de ces compagnies virtuelles pour se faire payer. Sans ces compagnies-là, il n'y a pas de clientèle. S'il n'y a pas de clientèle, ils n'ont pas de salaire. Donc, à ce sens, il y a une subordination économique. On a également parlé qu'on doit maintenir... Oh, je manque un peu de temps. Je vais arriver à la fin. Donc, bien au contraire, on a dit qu'on n'a jamais parlé de la morale, mais vous avez vu tout au long du débat qu'on disait justement qu'on voulait protéger les personnes. Que moralement, ce n'est pas bien d'accepter l'abus, ce n'est pas bien de laisser un champ de travail non réglementé, parce que justement, les compagnies en profitent, et on peut très bien le voir avec les qualités de travail avec Uber. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, et merci à tous les débatteurs pour s'être prêtés à cet exercice. Franchement, je pense que vous avez fait un très bon débat, tout le monde. Donc, on a vu la ligne directrice un peu du côté du gouvernement. C'était vraiment sur la protection des travailleurs, la protection des employés. Donc, ce qui peut nous amener à la question, est-ce que l'économie moderne et les nouvelles technologies sont une innovation ou à la fois sont une régression des droits des travailleurs? Donc, pour nous aider à décortiquer tout cela, nous allons aller, après la pause, voir notre juge expert sur cette question-là. Donc, nous allons prendre une courte pause et au retour, les discours des juges. Nous sommes de retour à Riposte. Alors, nous venons d'entendre notre débat sur l'économie de partage et les employés. Donc, maintenant, nous allons passer au segment de décortiquer le débat avec notre juge. Donc, sans plus tarder, comme je vous ai présenté précédemment, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui M. Maxime Brunet, qui est spécialiste du monde du tourisme et enseignant à l'Institut collégial. Bonjour. Donc, bonjour tout le monde, distingués membres du Parlement. Vous m'avez grandement impressionné aujourd'hui. C'est la première fois que je fais partie d'un débat. Donc, j'ai été franchement étonné de la qualité de vos interventions puis de votre recherche, étant donné que vous êtes encore étudiant. Donc, sérieusement, chapeau. Pour ce qui est du débat, j'ai trouvé ça franchement intéressant. On s'entend que les questions étaient plutôt larges parce qu'on incluait pas mal toutes les plateformes, donc Uber et Airbnb.
On peut faire une distinction déjà entre les deux du fait que, dans le fond, Uber, les gens offrent leur temps, leur service. On peut faire ça comme un emploi un peu à temps plein, aller porter des gens ici et là. Tandis qu'Airbnb, on peut faire une distinction, c'est plus offrir une ressource. Donc, on l'a un peu moins vu dans le débat, ce côté-là, Airbnb, mais c'était quand même intéressant de vous voir le soulever. J'ai trouvé que les arguments étaient vraiment bien. Du côté du gouvernement, vous avez apporté des éléments vraiment importants du côté de la taxation et tout ça, la perte de revenus du gouvernement, essayer d'encadrer un peu plus le droit des employés. J'ai trouvé ça bien intéressant. Je pense que vous auriez pu un peu plus soulever, comme on a soulevé le cas de Uber pas mal tout le long du débat, essayer de soulever un peu plus des exemples précis, pointus, au niveau, on va pas parler de maltraitance là, comme telle des employés, mais vous auriez pu dire, par exemple, qu'au niveau de l'embauche, Uber fait un peu miroiter le fait que, on a un laisser-aller assez grandiose, que les gens qui utilisent Uber pour se faire un peu d'argent peuvent le faire ici et là, sans avoir trop de contraintes. Toutefois, on voit avec le débat, comme vous avez soulevé au Québec, parfois, ce n'est pas vraiment le cas au niveau de l'embauche. Il peut avoir Uber se garde une discrétion là, de décider d'embaucher qui ils veulent. Après ça, on est au niveau des cotes aussi. Vos collègues de l'autre côté ont dit, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus, c'est des cotes de 1 à 5 avec les étoiles et tout. Toutefois, on sait que Uber se garde un droit de congédier quelqu'un selon la cote, mais ils ne vont pas divulguer, si c'est en dessous d'un 3, c'est terminé, tout ça. Donc, ils se gardent un pouvoir discrétionnaire qui est quand même important. Fait que je pense que vous auriez pu exploiter un peu plus là, ce côté-là là, des... exact. De votre côté, mesdames, aussi, c'était très bien. Comme vous dites, les économies du partage, c'est florissant. On ne peut pas un peu contourner ce sujet-là. C'est un sujet qui va rester d'actualité. C'est un sujet qu'il faut débattre. Oh, mon micro. Donc, j'ai trouvé ça très bien que vous aviez parlé de tout ce que ça peut apporter à l'économie, de tout qu'on a à gagner, dans le fond, avec tout ça. Vous avez fait des liens avec le chauffeur Uber, justement, qui n'a rien à payer, toutefois. Je crois que c'est vous, ma chère. Vous avez dit qu'il n'y a aucun frais d'associer avec la conduite avec Uber. Toutefois, je pense que c'est un argument un peu lancé au pif parce que il y a quand même des coûts qui sont rattachés parce qu'on utilise sa propre voiture. Donc, Uber, s'il arrive un drame, s'il y a quelque chose qui se passe de dramatique avec la voiture, puis on a une destruction complète, c'est sûr qu'on va avoir un peu d'aide. Toutefois, il ne faut pas lésiner le fait qu'on utilise sa propre voiture. Donc, il faut prendre en considération le kilométrage, tout ce qui peut se passer d'un peu mineur, mais qui a quand même un impact. Là. Donc, je crois que c'était un argument qu'on aurait pu exploiter davantage. C'est bien que vous ayez apporté aussi que c'était, dans le fond, l'application était un intermédiaire entre le client et la compagnie, et non le client et le chauffeur, je veux dire, et non entre la compagnie et le client. Vous aussi, vous avez bien fait de réfuter ça en disant non, toutefois, il faut mettre ça au clair que la compagnie aussi se met d'argent dans les poches. Donc, je pense que vous auriez pu marteler aussi davantage le fait que Uber se prend quand même une grosse cote de tout cet argent-là. Donc, on dit environ 25 à 30 % qui a été soulevé dans le débat. Donc, ça, c'était très intéressant. On n'a pas soulevé dans le débat, ni d'un côté ou de l'autre, qu'il y a aussi des alternatives à ces plateformes-là. Je comprends que ce n'est pas nécessairement dans l'avantage de soulever ça, mais vous savez, il y a aussi d'autres plateformes, là, ça aurait pu être soulevé un peu plus de votre côté, où on va mettre en avant le partage et tout ça.
puis se prendre des cotes vraiment moins, donc un peu moins représenter Uber, mais représenter d'autres compagnies comme Taxify ou des trucs du genre qui se prennent une cote vraiment moins importante. Donc, je pense qu'on aurait pu aller de ce côté-là pour essayer de drifter. Bon, mais tu sais, l'économie du partage n'est pas seulement basée sur Uber ou sur Airbnb, mais sur beaucoup plus que ça. Donc là, évidemment, on a des cas un peu plus médiatisés, un peu plus importants. Mais je pense qu'il y a d'autres options qu'on pouvait envisager de ce côté-là. C'était très bien de ton côté aussi, mademoiselle, de faire un lien avec l'actualité de ce matin, parce que j'ai été, un peu dans ma préparation pour le débat, j'ai été lire sur justement la décision qui a été prise au Royaume-Uni, comme tu as abordé, là, de mettre un frein à tout ça. Donc, ça prouve que tu es très bien engagé et très au fait de ta matière, dans le fond. Donc, je te félicite pour ça. Donc, ultimement, si je pourrais vous poser une question, ouais. On a eu, d'un côté du gouvernement, on nous disait que c'est la protection des travailleurs qui prime et qu'ils ne sont pas assez protégés dans le cadre législatif actuel. Est-ce que c'est le cas selon vous? Est-ce qu'ils ont besoin de plus de cette protection? Ou encore, si les gens décident de travailler de leur plein gré pour ces compagnies-là, ils sont au courant, donc c'est leur responsabilité? C'est un peu tout le débat, en fait, qu'on peut résumer à ça. Est-ce que le choix, la liberté individuelle doit primer sur la protection que le gouvernement peut offrir à ces travailleurs-là? Honnêtement, en tant qu'expert, c'est dur de se prononcer puis de trancher là, d'un côté ou de l'autre, mais je crois que c'est important pour les travailleurs d'avoir un choix, mais de ne pas renier toutes les avancées qui ont été faites du niveau du gouvernement pour essayer d'encadrer tout ça, pas perdre, que la situation dégénère puis qu'on revienne à une situation antérieure où on n'avait pas de protection au niveau du droit des travailleurs, qu'on n'avait pas toutes les assurances et tout. Donc, moi, je pense que c'est quand même un débat qui est important. Puis ouais. Parfait. Ouais. Je vous remercie beaucoup, M. Brunet, pour votre analyse très pertinente et de nous avoir aidé à décortiquer les arguments à la fois du gouvernement et de l'opposition, nous avons montré les bons coups de tout le monde. Donc, nous allons prendre une courte pause publicitaire et au retour, nous allons avoir le verdict de nos juges et le vote du public. Nous sommes de retour à Riposte avec le moment fatidique, le moment du verdict. Donc, nous allons aller directement voir notre juge, Mme Kadi Konaté, pour son verdict et ses quelques commentaires de conclusion. Oui, alors merci aux deux équipes pour s'être livrées à ce débat-là. Ce n'était pas un débat facile et je crois que vous avez très bien relevé le défi de nous amener dans les méandres de ce que ça implique, cette ubérisation de l'économie, etc. Donc, tout d'abord, je vais y aller peut-être avec mes commentaires. Alors, on a parlé du côté du gouvernement, plutôt de l'opposition. On a amené des nouveaux arguments qui ont été assez intéressants, qui ont été bien défendus, amenés avec verve, etc. Par contre, on n'a pas eu le temps, encore une fois, de revenir sur les arguments de la partie adverse ou encore de réfuter. Et du côté du gouvernement, on a encore une fois amené des arguments percutants avec des exemples pertinents, si bien que mon verdict va aller en faveur du gouvernement. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer avec M. Brunet à votre verdict. Donc, je vais abonder dans le sens de ma collègue et donner mon vote du côté du gouvernement. Les deux côtés étaient vraiment pertinents. Toutefois, j'ai l'impression que le côté du gouvernement s'est vraiment attardé sur la question du travailleur, tandis que vous, du côté de l'opposition, vous vous êtes attardé aux travailleurs, mais vous êtes attardé plus largement à l'économie du partage. Je pense que la question de base était plus au niveau du droit du travailleur et non au niveau du concept. Donc, j'y vais. Puis évidemment, les arguments étaient forts des deux côtés, mais j'ai trouvé que c'était un peu plus appuyé de ce côté-là. Puis les réfutations étaient vraiment pertinentes aussi. Merci beaucoup.
Donc, aussi, on fait le vote du public ici entre les pauses et le public a voté pour le gouvernement aussi. Donc, c'est un triplé parfait pour le gouvernement, les deux juges et la foule. Donc, c'est le gouvernement qui emporte ce premier match de la saison compétitive de Riposte 2017-2018. Je vous remercie beaucoup. On peut les applaudir. Et en conclusion, je tiens tout d'abord à remercier les débatteurs des deux équipes qui se sont prêtés au jeu. Parce que vous savez, c'est pas facile de venir débattre de choses comme ça, devoir improviser, trouver des arguments et des réfutations. Donc, chapeau à tous nos débatteurs. Ensuite, j'aimerais bien remercier la Société de débat français de l'Université d'Ottawa qui forme ces débatteurs. Dans un deuxième temps, je tiens aussi à remercier tous nos partenaires qui rendent Riposte possible. Donc, d'abord, le service de vie communautaire de l'Université d'Ottawa, à la fois pour l'organisation et pour les bourses aux gagnants, ainsi que ensuite l'ambassade de France au Canada, ainsi qu'Air France qui vont donner des billets d'avion, 2 billets d'avion pour Paris aux gagnants de la saison. Donc, et finalement, je tiens évidemment à remercier la télévision Rogers pour donner une plateforme aux débats et aux jeunes débatteurs. Je suis Simon Nicolas Grandmaître et je vous remercie d'avoir écouté Riposte et on se voit lors de notre prochain débat. Félicitations, j'invite les deux équipes à se serrer la main.